Stars on film. Étoiles sur toile. Kinoträume vom Weltall. USSR. Kino. Cinéma. Science fiction. Jetzt. Maintenant. Le rêveur d'étoiles. Träume vom The Weltall. Star Le Dreamer. rêveur d'étoiles. Träume vom Weltall. Pavel Kouchantsev. Le rêveur Pavel d'étoiles. Klouchantsev. dreaming of a song. 5, 4, 3, 2, 1. Nous sommes seuls, nous tous qui vivons sur cette terre. Des milliards de gens enfermés chacun dans leurs cellules. Ces mots ont été écrits par un visionnaire dont l'imagination nous a emmenés, grâce au cinéma, jusqu'à de lointaines planètes. La vie et l'œuvre de Pavel Klouchantsev sont intimement liées à ce qui est devenu une course politique vers l'espace. Je veux créer une utopie. Le rêve d'un monde futur avec une société chaleureuse et une nouvelle race d'hommes. Los Angeles est le lieu de naissance d'Hollywood et le berceau de l'illusion, de l'imagination. Robert Skotak, maître en effets spéciaux, a permis à des films tels que Titanic, Les Aliens et Terminator de passer du rêve à la réalité. Ce sont pourtant des images venues de l'autre côté du globe qui ont façonné sa créativité dès l'enfance. Sorti en 1958, Le chemin des étoiles était largement au-dessus de ce qui se faisait aux États-Unis à la même époque. Les effets spéciaux étaient très aboutis, de très grande qualité. Ce film m'a tellement marqué que j'ai continué à y penser pendant des années. Qui étaient ces gens? Qui avait pu faire ce film? C'était forcément un passionné d'espace, d'effets spéciaux, de science-fiction. Pavel Klouchantsev était un homme clé que j'ai mis de nombreuses années à trouver. Pendant le tournage de Terminator, il m'arrivait de rentrer chez moi vers minuit et d'écrire à des gens en Russie pour dire « Quoi de neuf? Avez-vous trouvé Pavel? Est-il trouvable? Est-il vivant ?» Voici la première lettre qu'il m'a envoyée et qui m'a transporté de joie. 1er mai 1990. À Robert Skotak. Chers collègues, j'ai bien reçu votre lettre qui m'a à la fois surpris et touché. Jamais je n'aurais cru qu'on s'intéressait à mon œuvre d'aussi loin qu'Hollywood. Je suis désormais un vieil homme, un retraité. Je travaille pour le cinéma depuis 45 ans et j'ai à mon actif environ 300 constructions, nouvelles méthodes et inventions diverses, toujours dans l'unique but de contribuer à créer l'illusion. C'est ici, à Leningrad, aujourd'hui redevenu Saint-Pétersbourg, que Pavel Klouchantsev a vécu et tourné ses films. C'est également ici qu'il a appris à survivre sous un régime de terreur étatique, en gardant ses pensées les plus intimes pour lui-même.
C'est ici, enfin, qu'il repose. Mon père n'avait pas d'amis proches, personne à qui se confier ou à qui dire ses sentiments et ses idées les plus intimes. Il rêvait de trouver un tel ami, mais il n'y a jamais réussi. Il ne se livrait que sur le papier. Personne ne soupçonnait qu'il tenait un journal, pas même sa mère qui vivait dans la même pièce. Il avait profité d'un moment où il était seul chez lui pour creuser une cachette dans le mur. Il avait fait une petite porte, un système très ingénieux, et recouvert le tout de papier peint. C'est là qu'il cachait son journal. La peur ne l'a jamais quitté. Comme on dit en Russie, sans papier, tu n'es rien. Avec des papiers, tu es quelqu'un. Il fallait toujours pouvoir se justifier. Il a tout conservé. Ses manuscrits, ses lettres, ses papiers d'identité et ses autorisations. Autant pour archiver son œuvre que pour tenter de préserver des traces de son existence. Aujourd'hui, on m'a nommé chef opérateur sur le film L'état-major divisionnaire. Je sais que je peux filmer aussi bien que n'importe qui d'autre, mais je dois être le meilleur. Khrouchtchev commence par faire des films de propagande et de formation pour l'armée. Les dirigeants du pays ont parfaitement compris que le cinéma est un élément essentiel de l'arsenal idéologique. Le jeune cinéaste n'est pas aveugle aux horreurs du régime et il risque sa vie en notant ses réflexions. Voici ce qu'il écrit dans son journal à l'âge de 23 ans. L'expulsion de centaines de milliers de personnes va commencer. Tout autour de moi, c'est le cauchemar. 100 000 drames et tragédies. Staline a annoncé publiquement que le chômage était aboli. Quelqu'un sait-il ce qui se passe en Union soviétique? Est-ce un monde meilleur ou le chaos total? Le cynisme de nos dirigeants a atteint son point culminant quand Staline a déclaré, devant 150 millions de gens misérables et affamés, que les conditions de vie des travailleurs avaient été améliorées. Je comprends maintenant que la situation est si grave qu'on n'a même pas besoin d'être coupable pour être puni. Et bien que je ne sois en aucun cas coupable aux yeux du peuple ou des autorités, je redoute la police politique. Les dégâts pour notre société sont immenses. Cependant, la vie doit continuer. Khrouchtchev veut inventer de nouvelles techniques cinématographiques. Il filme partout, même sous l'eau. Et sa carrière change pour la première fois de direction. Comment créer une illusion vraiment magistrale? Nous avons ici une très belle séquence qui se passe sous l'eau. En réalité, ces images ont été filmées dans un studio de tournage qu'on a enfumé. Bien sûr, les personnages font semblant d'évoluer sous l'eau et ils sont rattachés à des câbles pour donner cette impression. Il a eu l'idée géniale de mettre sur le plateau des réservoirs d'eau très fins avec des poissons.
Et il les a disposés de façon à ce que les poissons aient l'air de traverser le plateau, alors même qu'il était au sec. Il a aussi fait souffler une sorte de tapis de brume à ras du sol pour qu'en marchant, les acteurs donnent des coups de pied dedans et que la brume se soulève comme de la vase au fond de l'océan. Enfin, il y avait un réservoir d'eau au-dessus du plateau, traversé par la lumière. Ainsi, toutes sortes de reflets marbrés se dessinaient sur les acteurs depuis la surface de l'eau. Il a utilisé à peu près 6 ou 7 effets spéciaux simultanément pour parvenir à un tel résultat. Cette scène n'aurait jamais pu être réellement filmée sous l'eau, avec tous les costumes et les mouvements nécessaires. Quand j'ai eu ces photos, ça a été comme si je recevais $1 million par courrier, parce qu'elles répondaient à toutes sortes de questions sur la façon dont ces images avaient été réalisées et sur qui étaient ces gens. C'était extraordinaire. J'ai montré ça à tout le monde. Regardez ce que j'ai reçu de Saint-Pétersbourg, d'un maître des effets spéciaux. C'était comme de recevoir de l'or dans une enveloppe. J'étais enthousiasmé. Les studios de Saint-Pétersbourg, ancien haut lieu de la production étatique de films de propagande, de documentaires populistes et démagogues. Valéry Sousloff en était autrefois le directeur. Le premier film sur lequel il a travaillé était Le Chemin des Étoiles. Ces petits studios faisaient partie d'un ensemble gigantesque. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un vestige. Le Chemin des Étoiles était une production inhabituelle. Les bureaucrates des studios et ceux de Moscou savaient tous qu'il coûterait très cher à réaliser. On a demandé à Khrouchtchev, pourquoi voulez-vous faire cet incroyable film de science-fiction? Pourquoi pas plutôt un documentaire sur la production de betteraves ou de pommes de terre? Mais ce n'était pas son genre, il voulait faire Le Chemin des Étoiles. L'ancienne salle de montage. C'est ici que Khrouchtchev a monté ses films, créant l'illusion d'une société moderne où l'homme peut non seulement quitter l'atmosphère terrestre, mais aussi voyager à loisir dans l'espace. Le chemin des étoiles m'a prouvé que je suis dans le vrai. Il faut imaginer le futur. Les gens doivent voir que la vie peut être radicalement changée. Khrouchtchev tient à la crédibilité scientifique de sa vision du futur. Pendant la préparation du film, il travaille avec l'ingénieur et expert astronautique Tiron Ravov. C'est le bras droit de Korolev, le responsable du programme spatial secret de l'URSS. Depuis la guerre, il planche avec son équipe sur la construction d'une fusée pouvant être envoyée dans l'espace et mise en orbite autour de la Terre. Les chercheurs approchent du but. À l'époque, Khrouchtchev réfléchit à un scénario sur l'invention de la fusée et les débarquements futurs sur d'autres planètes.
Non seulement le film lui-même fait sensation, mais le hasard veut également que sa sortie coïncide avec un événement historique. L'Union soviétique lance le premier satellite du monde et l'appelle Spoutnik. Avant Spoutnik, la notion de voyage dans l'espace restait purement théorique. Après, c'était comme si on avait touché les cieux. On sortait dans la rue, on regardait en l'air et on écoutait le bip. Dès qu'une étoile bougeait, on se disait que c'était Spoutnik. À l'époque, mon père tournait le chemin des étoiles. Et toute la famille était là. C'était à Yalta, et nous étions tous avec lui. Il nous emmenait quand il tournait. Alors quand Spoutnik a été lancé, c'était un peu un événement familial. Soudain, c'est un film sur les fusées et non plus sur les pommes de terre que veulent les bureaucrates du cinéma à Moscou. Leur attention se porte sur le chemin des étoiles. Imaginez un peu la réaction des bureaucrates de Moscou. Ils n'arrêtaient pas d'appeler en demandant « À quel stade en est le film ? On est en train de monter la version finale. Dépêchez-vous !» Ils appelaient, ils envoyaient des télégrammes. Tournez des scènes supplémentaires avec Spoutnik et ajoutez-les au film. Alors on a filmé Spoutnik au-dessus des pyramides, au-dessus du Taj Mahal, partout. Khrouchtchev fait preuve d'un incroyable souci du détail. La chaleur dans la capsule, les uniformes et les casques des cosmonautes. Il demande même à Tikhon-Ravov de lui indiquer la distance ainsi que la vitesse de l'orbite. L'œuvre achevée reflète la précision exceptionnelle des réponses du scientifique. Good evening. I'm Walter Cronkite. Early this year, in a CBS News special report called Where We Stand, the 20th century pictured the challenge of Russia's Sputniks and the age of space they introduced. In the 3 months since then, 3 American satellites have followed the Sputniks into orbit. A 4th is due to be launched this week. We've joined the race into space. Recently, Russian leaders have been preparing and educating the public for great adventures in space with a film called Blazing a Trail to the Stars. Now, here for the first time in this country is an excerpt from that film, Moscow's prediction of how space will be conquered by Russian scientists, Russian spaceships, and Russian spacemen. The hour for which people have been waiting for centuries. Man's first flight into cosmic space. Ça a été une surprise totale. C'était un dimanche soir et on regardait l'émission de Walter Cronkite, The 20th Century. Ça parlait d'espace, de voyages interplanétaires et du fait que le programme spatial avait récemment été poussé sur le devant de la scène avec le lancement de Spoutnik. Soudain, les Américains s'intéressaient à l'espace et à ce que faisaient les Soviétiques.
Walter Cronkite a annoncé « On va avoir un aperçu de tout ça avec ces scènes d'un film qui s'appelle Le chemin des étoiles ». Et effectivement, on a vu 15 minutes d'images extraordinaires, de vaisseaux, de stations spatiales et de lance-fusées se posant sur la Lune. Je n'ai pas quitté l'écran des yeux une seconde, persuadé que je n'aurais jamais l'occasion de revoir ces images. J'en ai pris plein la vue. J'étais complètement euphorique. Les unes après les autres, toutes les tentatives des Américains pour envoyer une fusée dans l'espace se sont soldées par un échec. Le lancement de Spoutnik leur fait prendre conscience de leur retard sur les Soviétiques. Le président Eisenhower donne le feu vert à une accélération du programme spatial américain. C'est ainsi qu'est né ce concept d'une course entre nos deux nations. La presse en parlait presque quotidiennement. Le lancement de Spoutnik était totalement inattendu. C'était une grosse surprise pour l'Américain moyen. Comment ont-ils pu faire ça? Je dirais que les Américains avaient peur des Soviétiques et de leur prouesse technique. Dès lors, la carrière de Khrouchtchev est étroitement liée à la course aux étoiles, qui devient un facteur décisif dans le choix des films qu'il est autorisé à tourner. C'était un vrai miracle, on aurait dit un cirque. Ils avaient construit une roue géante. La chaise du caméraman était installée derrière la roue, qui tournait lentement. Je ne me rappelle pas exactement ce qu'il filmait, mais c'était vraiment fantastique. Surtout quand on pense que c'était en 1956. Voici les premières images d'apesanteur que Paviel a mises au point pour un film. Le plateau tout entier était tourné sur le côté et la caméra pivotait avec lui, si bien qu'il avait l'air d'être droit alors qu'il était en biais, comme les acteurs. Les acteurs étaient suspendus au-dessus du sol et flottaient d'un bout à l'autre du plateau, qui tournait avec la caméra. On retrouve une scène similaire à celle-ci dans 2001, où l'hôtesse marche en rond le long de la coque de la navette. Mais lui, il a fait ça en 1957, 9 ou 10 ans avant 2001. Il invente aussi une autre technique. Il a mis au point ce qu'on appelle la prise de vue verticale, une méthode qui consiste à suspendre l'acteur au plafond du studio et à placer l'équipe de tournage en dessous, pour le filmer d'en bas, en train de flotter, tout en masquant les fils et la structure avec son corps. Personne n'avait encore jamais pensé à faire les choses de cette façon. Ce qui est intéressant, c'est que quand Stanley Kubrick a fait 2001, à la fin des années 60, beaucoup de journalistes ont écrit qu'il avait eu l'idée géniale de filmer les acteurs d'en bas afin de cacher les fils avec leur corps. Alors que bien sûr, Paviel l'avait déjà fait 8 ou 9 ans plus tôt, sans que personne ne le remarque. Passer inaperçu fait partie du destin de Khrouchtchev, qui vit sous un régime où l'État prime sur l'individu et où il est dangereux de sortir du lot et d'être remarqué. « 5 juillet 1938. Jeanna dit ses premiers mots. Je sens que je commence à vraiment l'aimer. Quand j'imagine l'avenir et que je la vois à 4 ou 5 ans, ou même à 10 ou 20 ans, j'ai peur de ce que lui réserve la vie et le destin. Que va-t-il nous arriver? Angoisse, éternelle angoisse.
Mais le pire est à venir. Juin 1941, c'est l'été à Leningrad. Les Allemands attaquent l'Union soviétique. Ils ne parviennent pas à prendre la ville, mais l'encerclent et la coupent totalement du monde. Pour ces 3,5 millions d'habitants, un hiver interminable commence. Il gèle. Je ne me suis pas déshabillé depuis 3 mois. Parfois, je crains de devenir fou sous l'effet de la faim continuelle. Les rations de pain sont minimes, 125 grammes par jour. Aux pires heures de la famine, ils sont plusieurs milliers à mourir quotidiennement. Au total, le siège fera 2 millions de victimes. 10 jours sans lumière. On s'éclaire aux bougies. Je suis plus faible de jour en jour. L'effort le plus anodin m'épuise. Le moindre mouvement est difficile. C'est devenu normal. Un tel est mort et un tel et un tel. On s'est habitué à voir les gens mourir. C'était ça le pire. Quand la mort est devenue habituelle et a cessé d'être effrayante. La ville meurt d'une mort lente, silencieuse, stupide et somnolente. Je n'ai pas encore commencé à vivre. J'ai tellement envie de vivre. Maman lui a sauvé la vie. Sans elle, il serait mort pendant le siège. Elle lui a donné une partie de sa ration. Nous avons trouvé une luge. Nadia m'a traîné des studios jusqu'à l'hôpital. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle. Elle a fait 12 kilomètres à pied pour rentrer à la maison. De plus en plus de gens réussissent à quitter Leningrad. Les fuyards partent sur la glace. Tous nos papiers sont prêts. Nous partons demain. Qu'est-ce qui nous attend? Le journal s'arrête après la guerre, remplacé par des notes de travail. Ses souvenirs du siège sont ses derniers écrits intimes. Une fois la guerre finie, Klouchantsev se réfugie dans ses rêves, préférant contempler les étoiles que le monde qui l'entoure. Klouchantsev était très différent de ses collègues. C'était un homme renfermé et sec, qui parlait à voix basse. Il ne souriait presque jamais et se montrait toujours très guindé avec ses supérieurs. Vous savez comment c'est dans ce métier. Entre collègues, on s'invite à des soirées et on va boire un verre. Mais tout ça lui était étranger. Il ne buvait pas et rien ne l'intéressait à part le travail. Le travail, c'était toute sa vie. C'est pour ça qu'il n'a jamais eu d'amis.
Поэтому у него не было друзей. Просматриваем материал. Я говорю, Павел Владимирович, Un jour, on regardait ce qu'il avait tourné dans la journée. Et je lui ai dit, pourquoi avez-vous mis des rideaux au hublot de la fusée? On dirait une maison de campagne. Sans parler du chat et des fleurs. Ce qui lui importait, ce n'était pas tant l'exactitude des chiffres que cette toute petite part de rêve d'une fusée où l'on serait chez soi. Et quand on est chez soi, on a un chat, un chien et même un pot de fleurs. L'un des plus grands bonheurs de sa vie professionnelle, ça a été le succès du Chemin des Étoiles. C'était un succès international, et il le savait. Il avait découvert que son film passait dans plusieurs pays de l'autre côté de l'océan, et qu'on l'avait vu dans le monde entier. C'était très important pour lui. C'était vraiment un événement dans sa carrière, et il en était très heureux. Le film est vu par 1 million de personnes en Union soviétique et il est vendu dans 20 pays. Encouragé par ce succès, Khrouchtchev rêve de réaliser son premier long métrage. Dans une lettre à Kazantsev, auteur de science-fiction russe et co-auteur du scénario, il développe son idée. Ce film sera ma contribution à la paix. Il met en scène 3 vols vers la Lune, russes, américains et allemands. Au départ, ils sont en compétition, mais à la fin, ils forment une expédition commune pour revenir. Mais cette idée d'un projet spatial commun des grandes puissances n'est pas populaire. La coopération n'est pas envisageable. Pierre de Lune a très probablement été interdit pour des raisons idéologiques. Car c'était au moment où Khrouchtchev a tapé sur la table des Nations Unies avec sa chaussure. Le manuscrit est renvoyé avec ce commentaire « Vous êtes devenu fou ». De son côté, l'écrivain Kazantsev refuse formellement l'ébauche de scénario que lui a envoyé Khrouchtchev. Aucun studio, pas même le sien, n'accepte de soutenir le film. Quand je lui ai demandé quelle avait été sa plus grosse déception, son pire souvenir, il a répondu qu'il ne m'ait jamais autorisé à faire Pierre de Lune. À ce moment-là, j'ai vu sur son visage qu'il était très ému en parlant de cet épisode. Ça a été la plus grosse déception de sa carrière. Le réalisateur regarde alors au-delà de la Lune, vers la planète Vénus. Il doit penser différemment et inventer d'autres techniques pour dépeindre cette nouvelle planète qui pourrait peut-être abriter la vie. Ici, on voit une plante géante attraper un des cosmonautes. C'est le tout début des images inversées.
En fait, la plante était enroulée autour de l'acteur et il la décollait de lui. Et ils ont passé la scène à l'envers pour donner l'impression que la plante l'attrapait. Le problème avec ce genre d'effets spéciaux, c'est que les plantes ne rendent pas comme elles devraient. Elles sont toutes molles et on dirait toujours que l'acteur tient les tentacules et les enroule autour de son cou et que c'est lui qui fait bouger la plante. Bien sûr, Khrushchev voulait éviter ça. Il a donc mis au point un superbe petit effet pour la séquence. Ils ont fermé la plante et l'ont ensuite laissée se rouvrir d'elle-même. Passée à l'envers, elle avait l'air de se refermer. Paviel a eu une autre idée intéressante pour le travelling sur la surface de Vénus. Il a imaginé une petite navette, une sorte de véhicule tout-terrain, d'ailleurs très beau, et pendant de nombreuses années, les gens qui regardaient cette scène ont cherché les fils. Ils cherchaient la structure, pensant que la maquette était suspendue à une grue et tractée au-dessus de la surface. En réalité, le mécanisme était en dessous et s'éloignait. C'était monté sur un bras qui se dressait brusquement et traversait le plateau, en s'éloignant de la caméra, avant de redescendre sous terre. Les rochers du décor, à l'avant-plan, cachaient les rails et l'ensemble du mécanisme. Le véhicule avait vraiment l'air d'être en lévitation. Il semblait survoler le sol et on ne voyait de fil nulle part. C'était une idée de génie, un tour de force. Il n'y avait aucun fil et on voyait l'espace sous le véhicule. Ça paraissait impossible. Il n'a pas été au plus simple. Ça aurait été trop facile de juste mettre des fils et balancer de la fumée en disant « Qu'est-ce qu'on en a à faire si les fils se voient ?» Давайте песенку. Нашу с вами любимую. Dans la planète des tempêtes, il y a un robot remarquable. Le plus impressionnant, c'était les mécanismes de la pince et du bras et toutes les rampes hydrauliques. Tout ça était conçu de façon à paraître fonctionnel, mais ce n'était que des décors. Et puis aussi le côté massif, la sensation de puissance que dégageait ce robot et qui le rendait à la fois impressionnant et mémorable. Sur le plan mécanique, sa réalisation avait été assez simple. Il s'agissait d'un haltérophile vêtu d'une structure en fibre de verre. Plus tard, j'ai appris que d'autres réalisateurs l'avaient vu. Et je sais qu'on s'en est un peu inspiré pour une partie des robots dans Les Aliens. La planète des tempêtes est vue par près de 20 millions de spectateurs dans 28 pays. Mais malgré son succès, le film ne plaît pas à tout le monde. Et en particulier à la ministre de la Culture soviétique qui le critique vivement. Lorsque les lumières se rallument, elle s'exclame « Je n'ai pas aimé voir la femme cosmonaute pleurer. Une cosmonaute soviétique ne pleure jamais. » Son avis influence les journalistes présents à la projection et détermine la position adoptée par les critiques. Dans une de ses lettres, Khrushchev raconte que les autorités ont classé le film dans la catégorie 3, ce qui implique une diminution du budget alloué aux réalisateurs. Les dirigeants des studios commencent à prendre leur distance. At least we know they're alive. Hope they stay that way. Commander, look there. I'm ready with the astrogun. Some kind of flying reptile. He may not see us. He hit!
Quand le film est projeté en Amérique, en pleine guerre froide, toutes les traces de son origine ont été gommées et les spectateurs n'ont aucun moyen de savoir qu'il a été réalisé de l'autre côté du rideau de fer. Les distributeurs américains, eux aussi, se plaignent de la femme cosmonaute. Non parce qu'elle pleure, mais parce qu'ils veulent une actrice connue du grand public. L'actrice soviétique est remplacée et certaines scènes du film sont refaites. C'est Roger Corman, un producteur américain, qui a acheté le film pour une somme dérisoire. Il a filmé des scènes avec des filles des cavernes en bikini sur la plage et il les a intégrées au film en changeant toute l'histoire. C'est devenu un voyage délirant sur la Lune, à l'américaine, avec des jolies filles en bikini sur Vénus. Mais il y avait toujours ces effets spéciaux extraordinaires, et j'ai très bien vu que c'était un tout autre film qui avait été américanisé et rendu commercial. Dans son film, Khrouchtchev envoie des hommes sur Vénus. Dans la réalité, l'URSS s'efforce de faire un pas décisif en matière de voyage dans l'espace. Dans le plus grand secret, les Soviétiques entraînent plusieurs jeunes cosmonautes. L'un d'entre eux sera le premier homme dans l'espace. C'est Korolev lui-même qui choisit Yuri Gagarin, 27 ans, pour le voyage. Mais l'expédition de Gagarin n'est qu'une étape. Depuis toujours, Korolev rêve d'envoyer des hommes dans l'espace pour un jour débarquer sur la Lune. Le jour où Gagarine est parti dans l'espace, on nageait en pleine euphorie. Pour la première fois, on s'est senti libre. This generation does not intend to founder in the backwash of the coming age of space. We mean to be a part of it. We mean to lead it. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Et en effet, les Américains rattrapent peu à peu leur retard sur les Soviétiques. À leur tour, ils envoient un homme dans l'espace et le ramènent sur Terre. Mais en 1965, l'ingénieur en chef Korolev crée à nouveau la surprise. Il met sur pied le vol spatial le plus dangereux jamais organisé. Alexei Leonov est le premier cosmonaute à sortir dans l'espace. Pour Korolev, c'est une simple étape. Son objectif final reste d'envoyer un homme sur la Lune avant les Américains. Khrouchtchev commence à écrire un scénario à propos de la Lune. En imagination, il parvient à l'atteindre avant tous les autres. Mikhail Tzatkin a travaillé pour lui en tant que décorateur. C'était très intéressant. Khrouchtchev est resté à nos côtés pendant toute la préparation. Il nous encourageait, il nous aidait. Nous étions tous conscients en travaillant que nous n'avions encore rien fait de semblable. Et nous nous demandions comment il pouvait savoir aussi précisément à quoi ressemblait la surface de la Lune. C'était comme s'il était déjà allé là-bas lui-même. C'était vraiment étrange, surtout le tournage des premiers pas sur la Lune.
Tous les détails avaient été réalisés exactement d'après ses dessins. Il n'était pas question de compromis. Il avait lui-même construit cet engin et on aurait vraiment dit qu'il s'apprêtait à se promener sur la Lune. Peu de temps avant la fin du tournage, Khrouchtchev reçoit une invitation extraordinaire d'un homme que peu de gens connaissent, le responsable du programme spatial soviétique, Korolyov. Après la projection, Gagarin est allé voir Korolyov et il a critiqué l'exactitude du film. Il a fait quelques commentaires. C'est pas du tout ça, il manque ceci et cela. Korolyov a répondu « Tais-toi, c'est un très bon film ». Et puis il s'est tourné vers nous et il a dit « C'est un excellent film, ne changez rien, tout est parfait ». Mais Korolyov est déjà gravement malade au moment de sa rencontre avec Khrouchtchev. Il meurt quelques mois plus tard sans voir la fin de la course aux étoiles opposant les Soviétiques aux Américains. Les Soviétiques lancent une fusée vers la Lune. Mais c'est un fiasco. Et les États-Unis parviennent à prendre la tête. En juillet 1969, un Américain marche pour la première fois sur la Lune. C'était très douloureux. Ça aurait été bien que ce soit nous. Mon père a dit, si Korolyov était encore vivant, nous aurions été les premiers sur la Lune. Le projet de Khrouchtchev sur la Lune n'intéresse plus le gouvernement soviétique. Le film n'est programmé dans aucun cinéma russe. Il est enterré et oublié. Je me sens totalement seul. Je veux travailler, mais je dois attendre mon heure. Dieu, que c'est difficile. Ai-je vraiment écrit Dieu? Mais à qui d'autre me plaindre de ce que sont les choses? Je suis allé en ville, il y avait un orchestre qui jouait. Je me suis fondu à la musique. J'ai pleuré un peu. Et j'ai senti pendant un court instant que je me fondais à Dieu. C'est la première fois que je me suis senti si proche de Dieu. Dieu et la religion, c'est une blague.
Ou peut-être que je crois vraiment en Dieu. Dieu, pardonne-moi, on dirait bien que je crois en toi. Son dernier grand film a été Mars. Après, il s'est contenté de faire ce qui se présentait jusqu'à la retraite. On ne l'a plus autorisé à travailler sur de grosses productions. Il a essayé de faire un film, L'homme dans les étoiles, mais le scénario n'a jamais été accepté. Au vu de la qualité médiocre de votre travail, nous vous informons par la présente que nous mettons fin à votre contrat avec les studios. J'ai arrêté de travailler pour les studios en 1972 et on m'a oublié, complètement oublié. J'ai construit une maison de campagne, cultivé mon jardin et je n'ai plus vu personne. Tout le monde m'a oublié. Et puis un Américain est arrivé. Il avait vu un de mes films et mes effets spéciaux. En rencontrant Paviel, j'étais conscient de l'émotion intense présente dans les histoires qu'il racontait et dans sa façon de faire les choses, de créer certains effets et de mener à bien ses projets. C'était un homme très fier et il était très content du travail qu'il avait pu accomplir avec son équipe. Mais je dois admettre qu'on sentait chez lui, profondément enraciné, une amertume, une tristesse ou des regrets, je ne sais pas, de ce que les choses n'aient pas été différentes, un peu plus faciles.